Chers amis, on se retrouve pour cette émission mensuelle. On va vous parler aujourd'hui un peu de web et de politique, hein. Je vous rappelle que l'objectif de Meuse Numérique, c'est de parler des enjeux du numérique. Et nous, en ce qui nous concerne, c'est vrai que c'est les enjeux du numérique pour les territoires ruraux. On a parlé de la e-santé, on a parlé E-tourisme. du e-tourisme, on a parlé des Fab Labs, voilà, et on a encore plein d'émissions à faire, bien sûr. Et on a voulu aujourd'hui, à l'approche des élections municipales, hein, en mars 2014, de parler un peu du web et de la politique, ce que peut changer ou ce qu'a pu déjà commencer à changer le web dans la politique, le comportement des élus et tout ça, mais enfin on va y revenir. Et pour ce faire, on va accueillir Christophe Ménani de l'agence Tamento, qu'on va mettre en pipe sur l'écran. Donc, Tamento est l'un des leaders français du web marketing et de la formation aux réseaux sociaux, entre autres, et il est actif sur le sujet depuis 2008. Alors, bon, je peux le dire, hein, moi, Tamento et Christophe notamment, c'est lui qui m'a formé sur tout ce qui est réseaux sociaux. On appelle ça community management, donc c'est pour ça qu'on se connaît et qu'on va se tutoyer. Bonjour Christophe, est-ce que tu nous entends? Bonjour, je vous entends très bien. Voilà. Magali, Bonjour. Ça. Bonjour. Bonjour et bonjour Cédric, que je vois en bas de mon écran. Ah, tu le vois en bas de l'écran, toi. Oui, d'accord. Toi, tu le vois, mais les auditeurs ne le voient pas. Donc, le web change les rapports entre la politique et les électeurs. Hein. Utilisé pour la première fois et lors de la campagne des présidentielles 2007, les réseaux sociaux sont des formidables outils d'animation, peut-être de fédération du citoyen, mais il y a des dérapages qui Voilà. peuvent être fréquents et justement c'est un peu ce qu'on va évoquer avec Christophe. Mais avant d'en parler, moi j'aurais voulu que tu nous présentes un petit peu Tamento, Christophe. Dis-nous un peu ce que vous faites dans le domaine et dans d'autres. Avec plaisir. Alors oui, c'est vrai qu'on donne des formations en web marketing. On t'a pas tout appris, Julien. Tu as appris beaucoup de choses sans nous et tu nous en enseignes deux, trois des fois. Donc moi, je représente une agence qui s'appelle Tamento que j'ai créée avec mon meilleur ami qui est devenu mon associé et qui est resté mon meilleur ami d'ailleurs, qui s'appelle Laurent Galichet. Tamento, on est né à Lyon. On est une petite agence web à Lyon. Aujourd'hui, on existe à Lyon, Paris et Strasbourg et on touche du bois bientôt d'autres villes. On existe depuis 2008 sur le web et pour faire simple, on fait du web marketing. Notre mission, c'est d'accompagner nos clients dans leur développement d'activités et de les aider à trouver leurs clients sur le web. Donc on a deux compétences, on a une compétence marketing et une compétence web. On a des gens qui font de la technique et des gens qui savent parler de communication, de clients et de développement d'activités. Euh, on fait ça de trois manières. On a un centre de formation dans lequel tu es passé, tu Mhm. étais un des premiers d'ailleurs, qui délivre une quarantaine de formations à peu près 350 personnes par an. Et un centre de formation autour du web marketing, on ne reste que là. On a une activité de studio dans laquelle on prend en charge les projets de nos clients, projets de création de dispositifs web, de community management, de référencement, de gestion de buzz. Et puis on a une activité de conseil et de délégation dans laquelle on fait intervenir des spécialistes chez nos clients pour les accompagner. Et donc on tourne autour des cinq practices principales de ce qu'est le web marketing, le développement de l'activité par le web, qui sont la stratégie web marketing qu'on va de plus en plus nous appeler l'inbound marketing. C'est pas le sujet, mais ça pourrait faire l'objet d'une émission si vous manquez d'inspiration. On fait un petit peu de référencement. On fait des médias sociaux, bien sûr. On fait de l'identité visuelle et de la communication visuelle, des logos, des plaquettes et de la stratégie graphique. Et on fait des dispositifs web. D'accord. Et vous faites, et on en parlera tout à l'heure, mais tout au long de l'émission, des journées spéciales en octobre. Oui, alors en fait, ça, c'est né d'un partenariat avec une société qui s'appelle ID Formation, qui sont des spécialistes dans le domaine de la communication politique, de la formation à la communication politique et des aspects juridiques de la communication politique, notamment le suivi des comptes de campagne et ce genre de choses. On a constaté tous les deux, les deux sociétés ont constaté qu'on avait de plus en plus de demandes de gens qui souhaitaient utiliser le web pour fédérer les citoyens autour de leurs projets, pour gérer leur réputation et pour se positionner dans les 4 élections à venir, puisque les municipales sont les premières, mais on attaque un cycle de 4 élections.
Et pour ce faire, on a réuni autour de 3 grandes dates, 3 villes, qui sont Lille, Lyon et Paris, dans le désordre d'ailleurs. On crée 3 événements dans ces villes-là en octobre. Ces événements s'appellent les Journées du Web local et ce sont des journées dans des lieux d'exception avec des intervenants très intéressants qui sont un peu d'idées formation pour la communication politique, un peu de Tamento pour le web marketing, et puis d'autres intervenants qui sont des éditorialistes politiques, qui sont des directeurs de campagne, des gens qui sont en action et qui se réunissent pour construire un programme pour aider les candidats, les élus, les directeurs de campagne à conduire la campagne pour les municipales 2014 sur Internet. D'accord, d'accord. Donc on y, Et de toute donc ça façon, s'appelle les journées du web local. Pour finir, ça s'appelle les journées du web local. On retrouve tout ce qu'il faut, le programme, les dates, les inscriptions sur lesjournéesduweblocal.com et sur Google, les journées du web local. Ça se déroule en octobre et c'est le moment, en fait, c'est l'occasion de cristalliser un petit peu toutes les compétences de tout le monde sur ce sujet de la communication politique sur le web et, et d'aider pas que les élus, mais également les candidats et pourquoi pas les partis, pourquoi pas les citoyens, pourquoi pas les associations de citoyens, à réfléchir sur ce sujet, comment le web a fait évoluer la communication politique et comment ça fait avancer finalement la démocratie et l'échange entre les élus, les représentants politiques et les électeurs. tu fais bien de préciser qu'effectivement tous les candidats ne sont pas élus à toutes les Ouais. élections, effectivement. C'est vrai. Donc voilà. Et Faut que je le souhaite. on reviendra tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission sur le site. On pourra même le mettre à l'écran et puis on pourra en reparler. Tu nous parleras aussi d'un e-book, je crois. Mais avant, donc, Ouais. est-ce qu'on peut avoir un peu, pour placer tout ça dans le contexte, avoir quelques chiffres globalement, aussi bien sur l'Internet, sur le matériel ou sur les réseaux sociaux, quelques repères comme ça, parce que finalement, en France, il y a quand même pas mal de foyers d'équipés d'ordinateurs. Ça évolue d'année en année, et très fortement. Alors ça progresse, hein. Ça progresse toujours. Ça progresse toujours. Aujourd'hui, alors on a des chiffres qui sont frais, qui datent d'une étude de médiamétrie du premier trimestre 2013, donc c'est vraiment frais. Alors vous avez vu qu'on a préparé, hein, on a des chiffres frais. Et là, en fait, cette étude nous dit qu'aujourd'hui, on est à 77% de taux d'équipement. Aujourd'hui, 77% des foyers français sont équipés d'au moins un ordinateur. Ah. Un petit souci Attends, technique. un souci, Christophe. Tu es figé, tu es figé. Mais alors, je dis aux auditeurs. Ah Sont voilà. plus ordinaires. Attends, parce que là, Alors, t'as moi, été un je peu vais- coupé. Je vais juste rappeler aux C'est un- auditeurs qui peuvent intervenir sur le chat en direct. On répondra à leurs questions, je transmettrai les questions et je les poserai à Christophe, à notre invité, ce soir. Il Alors, est revenu, non? Il est revenu, non? Non, mais alors, question, parce que tu nous entends, mais alors, je vais dire à nos auditeurs Trop bien. je crois qu'il va revenir. C'est que Christophe est dans un bureau où il a qu'une connexion Wi-Fi. Et bon, voilà. Et en plus, alors je sais pas s'il est à Lyon ou à Paris en ce moment quand il nous parle là. Bon, ils ont moins de débit qu'à Bras-sur-Meuse, hein, Ah bah voilà. voilà. Et bon, c'est vrai qu'en Ils sont pas à la Wi-Fi, pointe. c'est la deuxième émission qu'on fait avec un invité qui est en Wi-Fi. C'est vrai que on a eu des problèmes aussi. Tu te souviens? Avec Monsieur Casal, François Oui. Casal, qui était aussi en Wi-Fi. Et forcément, en Wi-Fi, là, il y a un petit peu des petits soucis De en débit, fonction ouais. de débit, quoi. Mm. Donc voilà, des fois, ça fige. Alors, est-ce qu'on a récupéré moyennement là? Est-ce que tu nous entends, Christophe? Moi, je vous Voilà. entends très bien. Voilà, ça va mieux. Non, mais t'étais figé, on t'entendait plus. Hein, tu as dû avoir quelqu'un qui a dû un peu trop tirer dans ton bureau, dans ton agence là-bas sur Internet. T'étais figé. Donc, tu nous disais qu'effectivement, il y avait 77% des foyers équipés d'ordinateurs et que ça progressait tous les ans. Je crois qu'on en était à peu Oui, près. et ça progresse. On a 18% des foyers qui sont équipés de tablettes, Mhm. et le nombre de tablettes double tous les ans. Et puis on a, alors là j'ai pas le chiffre, mais la dernière fois que j'ai regardé, on était à 120% de taux de pénétration des téléphones portables, ça veut dire plus d'un sur deux, d'un pour deux, pardon, plus de deux, plus d'un par personne, mes excuses. Et le web, il est de plus en plus mobile, et le web social est de plus en plus consulté sur les mobiles. Donc clairement, ce dont on parle, la capacité à aller chercher des informations et donner des informations sur le web, c'est pour tout le monde. C'est pour de plus en plus tout le monde. On le dit à chaque émission avec Magali, mais la tendance mobilité, elle est énorme, quoi. Je veux dire, on se dirige vers, je sais pas, 2/3, voire 75-80% des mains de connexion Internet qui se font par des objets mobiles, qui sont tablettes, qui sont... Et puis en plus, maintenant, on fait téléphone, plusieurs choses télé, en même temps. télé.
Et on passe de plus en plus de temps aussi sur les réseaux sociaux. Il me semble qu'un de nos invités avait donné aussi des chiffres. Voilà, Sur le temps passé sur sur les le temps réseaux passé, sociaux. oui, voilà, qui passait plus de temps maintenant sur les réseaux sociaux que sur la télé. Que En sur tout la cas télé. pour les jeunes. Ça évolue. Alors, Mm. puisqu'on est dans les chiffres sur ce sujet-là, juste pour la petite histoire, sur le site dont on parle pour l'organisation de ces journées-là, on est à 52% de consultations par les mobiles. Donc il y a une personne sur deux qui consulte sur les mobiles. Ce qui est gros, hein, c'est très gros, Mais c'est c'est énorme. représentatif, Ah oui, c'est mais énorme. c'est de plus en plus gros. C'est de plus en plus gros. Et ça a changé pas mal la manière qu'on a de concevoir des sites web, notamment. C'est pas le sujet, mais ça change beaucoup de choses. Et puisqu'on va parler de Facebook, euh, parmi les gens qui se connectent tous les mois à Facebook, on a 1,1 milliard d'utilisateurs mensuels sur Facebook et 751 millions sur mobile. Et Quasi c'est la même énorme. chose. Quasi la même chose. C'est pratiquement tous les gens qui ont un accès Facebook y ont un accès par mobile. Ouais. Ah, surtout les jeunes. Non, mais c'est, enfin, Ou pas. ou pas. Non, mais tu es jeune, hein, Christophe. Hein, je sais pas, les jeunes, par rapport à Ouais. par rapport à moi, quoi. Non, non, mais même moi, Oui, mais moi aussi. Enfin, sont voilà, tous tout- sur, c'est- même Cédric, hein, qui est un petit trentenaire, là, il ne regarde pratiquement Facebook, enfin, en grande majorité, via le portable. mobile. Mais alors, attends, juste, c'est intéressant, parce que là, ce qui me, tu vois, je suis surpris par le fait que 52% des connexions sur ton site spécial Journée du web local, là, sont à partir de mobile. Parce que vous avez fait l'appel, ou plutôt la promo, via les réseaux sociaux, ou via le emailing, pour arriver à avoir un taux comme ça, je trouve que c'est quand même pas mal, hein. Non, alors on est dans une opération un peu spécifique parce que c'est un événement. Et donc pour cet événement-là, on a tout essayé globalement pour faire venir les gens sur ce site-là. Donc on a essayé tous les canaux. Euh, oui, on se sert des réseaux sociaux pour attirer du monde, mais ce sont pas les réseaux sociaux qui ramènent le plus de visiteurs sur le site. C'est pas non plus le référencement, puisque le sujet n'est pas encore très cherché dans la mesure où Oui, je connais, personne n'imagine que mm. cette formation existe, donc personne Mm. ne la cherche. C'est beaucoup la publicité. La publicité sur Internet, la publicité sur Facebook. Globalement, 50% des gens viennent en cliquant sur une pub dans Facebook, et les autres 50% viennent en cliquant sur une pub sur un site web. Plus d'autres broutilles, mais c'est globalement ça. Et on n'a pas orienté spécifiquement vers le mobile, on a orienté vers tout. Et on constate aujourd'hui qu'il y a 52% des gens qui visitent qui sont sur mobile. Et c'est important parce que les gens qui se soucient de ce sujet-là, la politique, et qui sont susceptibles d'aller visiter ce site web, sont pas forcément des jeunes. Ce sont pas des gens qui surfent sur Internet en attendant le métro. Ce sont des gens qui ont ce souci d'utiliser le web en campagne pour le municipal. C'est très ciblé. Et parmi ces gens-là, il y en a 52% qui sont sur mobile. Oui, D'accord. on voit au niveau professionnel dans les réunions maintenant, c'est vrai qu'on est tous équipés avec des smartphones et on a tendance tous à regarder rapidement nos mails. Enfin voilà, c'est vrai que En réunion, ça se fait pas, hein. ah, ça se fait de plus en plus, hein, malheureusement. Hein. Alors, donc voilà à peu près brosser rapidement les chiffres, mais comme tu dis, ils évoluent tous les trimestres de manière importante, hein, les chiffres sur les réseaux sociaux. Et justement, par rapport on a vu les ordinateurs, on a vu enfin les réseaux sociaux. Donc maintenant, on a quand même beaucoup de personnes qui sont sur les réseaux sociaux. Je sais pas si tu as donné les chiffres. Oui. Tu es en train de te figer là. Ah. Non, je sais pas. Ouais, on t'entend quand même encore un peu. Tu as pas bonne mine à l'écran là, hein. Oui, là, franchement, non, mais, non, mais on t'entend. Vas-y, parle voir, mais J'ai pas le bol de profiter de la Meuse. Ah ouais. J'aimerais bien. Attends, ça ne bouge pas. On a une petite baisse de régime, là, une baisse de tension de Christophe, hein. On te voit bouger, mais on t'entend pas. De toute façon, on verra bien, hein, si tout à l'heure on remettra une chanson. Si vraiment ça pose problème, on fait une liaison Skype audio, hein. Oui, je pense que ce sera- Ah voilà, ça revient Ah, là. ça revient. Ça revient. T'es en train de Vous reprendre, m'entendez? t'es en train de reprendre des couleurs. Voilà. Il y a une petite pause toutes les 10 minutes. Il y a quelqu'un qui doit tirer sur le réseau tous les 10 minutes. Oui, on disait que donc par rapport à... reproduire Skype de temps en temps. Oui. Par rapport à la population d'internautes, il y a quand même pas mal d'internautes qui sont sur des réseaux sociaux autres que pas que Facebook, hein, en général. Oui, alors, peut-être juste une parenthèse. Pour tous ceux qui sont sur Facebook et Twitter, ce que je vais dire est une banalité, mais pour ceux qui découvrent un petit peu ce langage web marketing, réseaux sociaux, en deux mots, ça veut dire quoi réseaux sociaux? Pourquoi on parle de médias sociaux? Pour faire simple, il y a quelque temps, avoir un site internet, c'était réservé à une entreprise qui avait des moyens.
pour construire un site internet et pour écrire sur internet, il fallait avoir une équipe de techniciens, il fallait avoir des moyens ou être une institution et pouvoir prendre un contrat avec des professionnels qui faisaient ça. Depuis quelques années, globalement depuis 2006-2007, les gens peuvent écrire sur internet. Et aujourd'hui, ce qu'on trouve sur internet, c'est globalement des choses qui sont écrites par des individus et une petite partie de choses qui sont écrites par des institutions ou des entreprises. Et ça a tout changé parce que la capacité qu'a le commun des mortels, l'individu et pour le coup les lecteurs, à écrire sur Internet, à donner son avis, à se positionner, à poser des questions, c'est ça qu'on appelle le web local, le web social, pardon. Le web social, ça veut dire créer des liens entre les gens. Et le web social, c'est un web qui crée des liens entre les gens. Alors sur des réseaux sociaux qui s'appellent Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, Viadeo, n'importe quel réseau, ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui sur Internet, on ne fait pas de communication, on se connecte avec des gens. Et c'est là que c'est très important pour le personnel politique ou les représentants politiques qui cherchent à fédérer autour de leur nom ou autour de leur projet, c'est que sur le web, on se connecte avec des gens directement. Et ça a vraiment tout changé. Ça a vraiment changé beaucoup de choses de la manière qu'on a de se positionner sur Internet. Et ça change, pour faire simple, ça change les gros titres des journaux aussi, parce que on a tous en tête le retentissement d'un tweet malheureux d'une première dame que je citerai pas, ou très récemment un tweet un peu de travers d'une ministre de la Culture. Ouais. Euh, Oui, Philippe c'est là que Autis, c'est pour pas la c'est nommer. par exemple, c'est là que c'est devenu très important, c'est parce que n'importe qui maintenant peut écrire sur Internet, peut écrire et peut se connecter avec des gens. Et c'est comme ça que le web est devenu quelque chose de très vivant, dont on peut vraiment profiter, mais qui pose quand même plusieurs risques qu'il faut appréhender et qu'il faut traiter. Et quand tu parles de vivant, il y a justement Crossia Online qui dit bonsoir à tous. Et Google Plus est-il vivant aujourd'hui? C'est vrai qu'on parle beaucoup de Facebook, de Twitter, on parle pas trop de Google Plus. Crossia Online, bonjour. Alors j'ai deux réponses à ça. Oui, Google Plus est vivant de plus en plus. Il y a de plus en plus d'abonnés sur Google Plus. Il y a de plus en plus de gens qui ont un compte Google Plus. Mais ça, c'était déjà le cas avant, puisque Google Plus s'est construit sur les adresses Google. Il y avait des abonnés, mais personne n'utilisait le réseau. Mais il y a de plus en plus d'utilisateurs du réseau. Ça progresse, vraiment. Euh, et de plus en plus d'entreprises qui proposent des contenus spécifiques sur Google+. Donc, c'est pas encore aussi gros que Facebook. Ça deviendra peut-être pas aussi gros que Facebook, mais c'est pas négligeable du tout Google+. Et ça offre des possibilités que Facebook n'offre pas. Ça, c'est la première réponse. Ça progresse. Ça revient de loin. Ça progresse Google+. Et la deuxième réponse, c'est que de plus en plus, le moteur de recherche Google va se servir des informations qui sont dans Google+, pour classer les sites. Donc, quand on fait une recherche dans Google, il y a des sociétés qui se battent très fort pour être dans les premières réponses que Google donne, et ça s'appelle le référencement, le positionnement. Le fait pour une entreprise d'être bien positionnée dans Google, ça peut générer ou faire perdre beaucoup d'argent, donc c'est très important. Et de plus en plus, Google s'appuie sur Google Plus pour classer les gens, pour classer les sites dans les résultats de recherche du moteur de recherche. Donc forcément, tout le monde va utiliser Google Plus de plus en plus parce que le référencement, c'est le nerf de la guerre enfin, c'est un des nerfs de la guerre sur Internet. Et donc, Google Plus va pas s'arrêter. Ça va être utilisé de plus en plus. On a la chance, là, d'être au début du réseau. Et il y a des places à prendre sur Google Plus. D'accord. Je dirais pas ça de tous les réseaux qui naissent. Celui-là va marcher. D'accord. J'ai une petite remarque d'Éric Meunier, infographe. Un jour peut-être que l'on votera à partir du téléphone. Ah oui, Bah, ouais. un jour, Ah, un ouais. jour peut-être. Oui. Un jour peut-être. Cela dit, il y a une étape à passer. Le problème du vote électronique, aujourd'hui, c'est pas le téléphone Ah, vote électronique. ou Je m'arrête. voter à distance. Le problème, c'est la non-répudiation. Le problème, c'est que même si on a du vote électronique, même si on a des ordinateurs très sophistiqués, très sécurisés, et qu'on met dans les isoloirs, sans même parler d'Internet ou de mobile, il y a plusieurs manières de contester les résultats du vote. C'est ça le fin fond de l'histoire. On n'a pas encore trouvé, et aucun pays n'a trouvé, d'algorithme qui permette de faire en sorte que les votes soient très personnels et en même temps anonymes. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais pour que le Une vote soit question pris en compte, il faut de qu'il soit très personnel. certification.
Mm. Alors, il y a une question d'authentification. Donc, pour qu'un vote puisse être pris en compte, il faut qu'il soit établi par une personne et Ouais. une seule personne. Mm. Pour être capable d'identifier que c'est cette personne-là qui a voté, il faut au moins stocker son nom. Et on ne peut pas stocker son nom avec son vote parce que les votes sont anonymes. C'est aussi bête que ça. Donc, quand on aura réglé ce problème de non-répudiation des votes, c'est-à-dire que les votes ne puissent pas être contestables, on pourra imaginer voter par Internet, par mobile ou par une puce implantée dans le poignet, enfin pour plein de choses. Ouais. Mais aujourd'hui, on a un problème de conception qui est que on peut pas à la fois avoir des votes anonymes et sécurisés. Ah, pourquoi dans les entreprises? Ouais, parce que c'est un accord, mais je veux dire, nous, moi, dans ma société, on vote électroniquement de chez soi, avec un mot de passe et compagnie, et puis c'est bien fait, avec des clés USB quand ils ouvrent les urnes, aussi bien les représentants du personnel que la direction. Enfin, je veux dire, et la participation, elle est autre, quoi. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, mais peut-être, alors c'est vrai qu'il y a ce problème d'anonymat, mais d'un autre côté, peut-être que ça gêne un peu tout ça aussi, ces nouveaux outils. Ça gêne un peu peut-être ceux qui ont l'habitude depuis des décennies de travailler de cette manière, parce que bon, si des problèmes d'urne, de bourrage d'urne ou de voilà, il y en Oui, a parce que des aussi, fois, ça il y soulève en a quand aussi, même. il y en a aussi avec du papier, quoi. Mm. Même, enfin, moi, je pense que ça pourrait. Il est clair que s'il y avait un vote électronique, une fois qu'on aurait réglé ce problème-là, il y aurait peut-être beaucoup plus de monde qui voterait, notamment peut-être les jeunes par portable ou je sais pas Puis quoi, mais même une question de mobilité, toujours, hein, voilà, quand on n'est pas forcément à proximité, en vacances ou etc. bon, même si je trouve que c'est essentiel de voter, il faut y aller, les jeunes, vous nous écoutez, c'est vous, hein, voilà, le pouvoir, il est au peuple, hein, mais prenez-le, parce qu'autrement, après, il faut pas se plaindre que ça ne va Je suis pas. d'accord. Hein, Votez voilà. ce que vous voulez, mais votez. Mais votez, exactement. Euh, Non, juste la raison pour laquelle ça fonctionne dans les entreprises et pas pour les élections nationales, c'est le code électoral. C'est le code électoral qui impose cette règle-là et qui n'est pas transcriptible techniquement. Euh, la seule solution, c'est de faire évoluer ça. voilà. Et pour le coup, là, ça me dépasse. Mais je pense que même quand on aura fait évoluer techniquement, il faudra attendre un petit peu de temps pour que les mentalités évoluent un petit peu. Il y aura toujours une suspicion. Tant que les mentalités n'ont pas évolué, il y aura toujours cette suspicion de dire cette élection n'est pas valable parce que je suis sûr qu'il y a un pirate qui s'est connecté dans le truc et qui a fait évoluer les chiffres. Il y a toujours cette suspicion, c'est pas terminé ça. Il y a Loïc qui dit sur le chat, c'est lié ça, bientôt, il va aussi avoir la guerre du référencement des applications pour smartphone. C'était par... Ouais, ouais, à ceci près que les moteurs de recherche d'applications smartphones sont quand même très réglementés par des privés. La règle de classement sur l'App Store, c'est Apple qui décide, hein. Euh, Google est beaucoup moins orienté dans ses résultats de recherche. Mais oui, il y a un vrai enjeu à être bien classé dans le moteur de l'App Store ou dans le moteur de Google Play, c'est sûr. Il y a beaucoup d'enjeux économiques, donc on se bagarre, c'est D'accord. sûr. Alors, on va entrer dans le vif du sujet. On va se reconnecter avec Christophe. Donc, on va parler un petit peu du web et de la politique. Donc, est-ce que tu as quelques chiffres? Est-ce qu'il y a beaucoup de politiques, Christophe, qui sont sur le web? Comme Julien, hein, bien sûr. Hein. Oui, par exemple. Alors il y a surtout Julien. Il y a surtout Julien, mais à part lui, euh, alors oui, je voudrais vous proposer le site d'un confrère, qui est une société qui est un de nos concurrents, mais qui a fait un très bon boulot dans ce domaine-là, qui s'appelle Élu 2.0. Ah oui, Euh, je, effectivement. je vous invite à le visiter. Je connais pas les gens d'Élu 2.0 plus que ça, mais je sais qu'ils ont fait un bon boulot et qu'ils font vraiment progresser le truc. Et sur leur site élu 2.0, élu20.fr, il y a une étude très complète sur la présence des députés sur les réseaux sociaux. Euh, et par exemple, on constate que, donc ces chiffres datent de 2012, on constate que parmi tous les députés, qui sont souvent maires ou de toute façon représentatifs de la population, 46% des députés quand même ont un profil Facebook. 46%, ce qui est plus que ce qu'on imaginait hein, quand même. 46%, Euh, oui, d'accord. 46% des députés ont un profil Facebook. c'est ça. 46% des députés ont un profil Facebook, 50% des députés de droite, 43% des députés de gauche, je vais aller savoir pourquoi, et seulement 11% des députés non inscrits. D'accord.
Et en Twitter, on a des chiffres là-dessus ou pas? Et sur Twitter, je l'ai aussi. Ils l'ont aussi. Hop là. Sur Twitter, alors c'est 22% des députés qui ont un compte Twitter, Ouais, globalement. 20% à droite, 23% à gauche et 33% des non-inscrits. d'accord. Donc, il y a plus. C'est un peu comme ce que j'avais vu tout à l'heure, je crois, alors, je sais pas si c'est aujourd'hui ou il y a 5 ans, ou il y a en 2007 ou à l'élection 2012, ou maintenant, entre Sarkozy et Hollande, hein, les chiffres, Sarkozy a plus d'abonnés Facebook. Par contre, c'est Hollande qui a le plus d'abonnés Twitter, je crois. Alors, bon, peut-être que Alors, c'est. Oui, C'est vrai. j'ai des petites remarques. Les vas-y. hommes politiques et les réseaux sociaux, plutôt leur bureau qui gère ça. Ah, Ça, c'est une remarque de Loïc. Et C'est Loïc. Croatia Online, les politiciens utilisent plutôt Twitter ou Facebook. point d'interrogation. Voilà, point d'interrogation. Interrogation. Voilà. Je vais répondre à la première question. Alors, peut-être en rebondissant sur l'anecdote de ce week-end pour la raconter brièvement, euh, il y a une information qui est un journaliste qui est mis en cause, et, et sur lequel il y a une enquête et une mise en examen, je crois. Et la ministre de la Culture française, Aurélie Filippetti, qui tweet un message de soutien. C'était samedi ou dimanche, je crois, qui tweet un message de soutien dans lequel on compte 6 fautes d'orthographe. Alors, 6 fautes d'orthographe sur un message de soutien de 140 mots, ça fait rire tout le monde. 140 lettres, pardon, 140 caractères, ça fait rire tout le monde. Et le lendemain, elle se défend avec un petit peu d'ironie pour le coup, et elle l'a bien pris, en disant merci à tout le monde d'avoir relevé les fautes d'orthographe, Mhm. je suis fier de vous. Ouais, on a un petit souci technique, Christophe. Attends, ça fige un peu. Et on Voilà, attends, ne bouge pas, Christophe, ça fige un peu. Ça fige. Est-ce qu'il nous entend? aussi, Ça va revenir. Ça va revenir. On t'a perdu quelques minutes, mais on va te Alors, récupérer. le mieux, c'est peut-être d'enlever Je la dirais ça vidéo, avec- comme on l'avait Non, dit. ça va. vous me dites. Voilà, t'es revenu. Donc, t'en étais à dire que finalement, bon, Aurélie, Filippetti, et que derrière, elle avait un peu d'humour. T'en étais là. L'ironie, oui. De l'ironie. On t'a Ah perdu. non. Un plutôt élégante et on... Ah mais alors là c'est... Voilà, c'est bon. Là c'est bon. Ouais. Elle répond de manière plutôt élégante et on parlera après de gestion de bad buzz et de comment on peut régler répondre à ce genre de choses. Mais et surtout, elle dit j'en parlerai à mes collaborateurs et ça a révélé quelque chose que nous on savait tous dans ce métier-là, qui est que peu de responsables politiques tweetent eux-mêmes. Tous les responsables politiques, surtout les responsables politiques nationaux, ont une équipe de communication organisée pour tweeter et surtout pour répondre. Euh, donc oui, effectivement, pour répondre à la question, ce sont surtout leurs collaborateurs qui répondent. C'est très souvent le cas, ouais. C'est très souvent le cas, mais alors pour deux raisons. La première raison, c'est que en général, quand on est un responsable politique, on a des choses à faire. Euh, on a peu de temps pour répondre au tac et en temps réel. Et c'est vraiment ce que demande le web, c'est de répondre en temps réel. Donc matériellement, c'est très compliqué de le faire. Et souvent, on le confie à quelqu'un de confiance qui est un community manager. C'est le nom que c'est le nom que ça porte. C'est le travail de répondre, de parler et d'écouter, de faire de la veille sur Internet. Ces gens-là s'appellent des community managers. Et donc souvent, les responsables politiques ont un community manager, mais pour des raisons matérielles, parce que matériellement, c'est très compliqué de s'organiser pour le faire. Et l'autre réponse, c'est que surtout des personnalités politiques très exposées ou dans des villes dans lesquelles la bataille idéologique et la bagarre politique est très forte, il y a de vraies équipes de campagne qui sont des gens qui s'organisent en riposte pour de temps en temps faire de la désinformation, surtout passer les bonnes informations, répondre correctement, traiter le volume de demandes. Il y a de vraies équipes derrière. C'est un vrai métier avec de vraies compétences. C'est pas la compétence des responsables politiques. Et ils sont très peu, en tout cas parmi les responsables politiques connus, ils sont très peu à tweeter eux-mêmes. C'est bien là. Enfin, moi, j'ai un peu de mal avec ça, mais bon. Je veux dire, pour moi, j'ai l'impression que les politiques, ils utilisent le web 2.0 en mode 1.0, quoi, parce que, enfin, je sais pas, ou alors il faut pas dire que c'est Aurélie Filippetti qui tweet. Ou mieux, à la limite,
elle dit l'équipe, quoi, ou la team Philippe Petit. Puis à la limite, c'est très bien, il n'y a pas de problème, c'est très bien, c'est ça comme. Mais derrière, moi, je préfère. Et il y a des politiques quand même, il y en a des politiques qui tweetent eux-mêmes, et voilà, quoi. Bon, je veux dire, c'est pas dans le sens de l'utilisation des réseaux sociaux. Pour rebondir sur ta remarque, Julien, il y a Loïc qui intervient et qui dit combien au Sénat tweet ou sont sur Facebook, il met un petit lol derrière, donc voilà, ça veut un peu tout dire. Je comprends le sens de la question, c'est pas gentil. Oui, voilà, mais je trouvais qu'elle était assez rigolote, sa remarque. Et puis... On peut peut-être répondre à la question Twitter ou Facebook pour le coup. Oui. Alors, deux infos. Facebook est beaucoup plus utilisé que Twitter en France. Et Facebook en France, alors j'ai les chiffres là, les gens qui utilisent Twitter tous les mois sont 34 millions en France. C'est beaucoup. Qui se connectent au moins tous les mois, c'est 34 millions de personnes. Il y a beaucoup plus de comptes, hein, mais finalement les gens qui créent un compte et qui ne s'en servent pas, ça a moins d'intérêt. Et les gens qui utilisent Twitter tous les mois sont 5 millions. C'est beaucoup moins, 35 millions contre 5 millions, c'est beaucoup moins. La vraie différence quand même entre Facebook et Twitter quand on parle de communication politique, c'est que tout le monde, enfin, beaucoup de gens sont sur Facebook et réunissent sur Facebook leur réseau privé, leur réseau perso, et échangent avec leurs amis, avec leur famille, avec quelques-uns de leurs contacts professionnels, mais c'est globalement un réseau personnel. Facebook. Twitter, c'est globalement un réseau professionnel. C'est un réseau sur lequel on fait de la veille, un réseau sur lequel on envoie des informations professionnelles, et pour les politiques, c'est un réseau politique, pour le coup, de diffusion d'idées. Et donc, si les utilisateurs de Twitter sont moins nombreux, ils sont beaucoup plus nombreux parmi les influenceurs. Quasiment tous les influenceurs sont sur Twitter. Tous les blogueurs influents sont sur Twitter, tous les journalistes sont sur Twitter, tous les politiques sont sur Twitter, tous les gens qui sont capables de prendre une information et d'en faire de la diffusion et d'utiliser une caisse de résonance pour faire ce qu'on appelle du buzz, c'est-à-dire diffuser l'information, sont sur Twitter. Et c'est la raison pour laquelle les buzz partent souvent de Twitter. D'un tweet mal écrit ou d'un tweet bien écrit, mais un petit peu provocateur. C'est parce que Twitter, c'est un réseau sur lequel il y a beaucoup d'influenceurs. J'ai une petite anecdote, si vous voulez. Il y a 2 ans maintenant, je rencontre un président de conseil général qui me dit, moi, mes conseillers me disent que Twitter, c'est pas la peine, parce que tous mes électeurs sont sur Facebook, et Twitter, c'est pas la peine que je m'en préoccupe. Donc, j'y suis pas allé. Et donc, on lui a dit, d'accord, pourquoi pas. Et puis on fait une petite recherche avec notre iPhone et on se rend compte que sur Twitter, il y a 6 comptes à son nom. Alors avec prénom, nom, prénom, prénom.nom, initial, des faux comptes, des comptes d'opposants politiques. Des comptes d'opposants politiques qui disaient des horreurs d'ailleurs. Et comment c'est géré ça alors du coup? C'est la question de Crocea Online. Voilà. Comment sont gérés les faux comptes justement? Alors aujourd'hui, on peut s'adresser à Twitter et demander de supprimer les faux comptes. C'est un peu long, mais ça se fait. Cela dit, là pour le coup, ce que je voulais vous dire, c'est que cette personne-là avait été conseillée et on lui disait n'allez pas sur Twitter, et le fait de ne pas aller sur Twitter, ça l'a empêché de voir ça. Ça l'a empêché de voir que sur Twitter, il se passait des choses dont il aurait aimé avoir connaissance. Comment on peut gérer les faux comptes? On peut aujourd'hui déposer plainte auprès de Twitter et on peut demander à Twitter de supprimer les faux comptes. Là, quand même, la meilleure manière de le faire, c'est par la prévention d'occuper le terrain, d'être sur Twitter, d'avoir ces comptes-là, d'avoir des abonnés sur Twitter, d'avoir des gens qui vous suivent, qui savent que c'est vous l'officiel, que c'est vous la vraie voix, et de pas prêter le flanc à ce genre de trolls, parce que sur Internet ça s'appelle des trolls, des gens qui utilisent des faux comptes et qui mettent de fausses informations. La meilleure manière de se protéger de ça, c'est d'être sur le réseau, c'est d'occuper ces places-là. En même temps, c'est pas très cavalier ni fair-play de ces personnes-là d'utiliser des faux comptes vers leurs opposants. Enfin, je trouve que c'est pas très démocratique tout ça. Hein, on va y venir un petit peu. En politique, c'est un peu des tous fois la jungle. Tous les coups sont permis. Ouais, voilà, c'est ça, mais ça, bon. c'est clair. Et est-ce que... Oui, vas-y, Christophe, excuse-moi, vas-y. Là, on travaille, nous, beaucoup pour des entreprises. Et les entreprises sont toutes dans une guerre de concurrence et une guerre industrielle.
mais jamais on a vu le niveau d'agressivité qu'on voit dans la Oui. sphère web marketing pour les politiques. Ouais. La communication politique, elle est par moments très agressive et pas fair-play. Il faut le savoir. Oui, Il faut le savoir. justement, on y viendra. J'ai quelques questions justement à ce propos-là. C'est souvent des commentaires ironiques. Enfin, non, c'est vrai que c'est assez. C'est pas évident. Hein, pour le coup, enfin, je peux les C'est pas défendre. simple. C'est pas simple. Hein. Non, c'est pas simple. C'est pas simple et il faut y être. Alors peut-être une astuce pour vos auditeurs qui le connaissent peut-être pas. Pour savoir si votre nom est disponible sur les réseaux sociaux, savoir si vous pouvez déposer un compte avec votre nom ou s'il est déjà occupé, il y a un site, alors qui n'est pas un site à nous, hein, un site qui s'appelle Namecheck. Ça s'écrit NAMECHK. .com, je crois. Vous cherchez ça sur Google, Ouais. vous allez trouver. Namecheck. Vous tapez le nom que vous voulez et il va vous dire s'il est disponible sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. D'accord. C'est très pratique. C'est très pratique. Et faites-le. Mais alors, justement, .com. Namecheck. moi je trouve que le danger justement un peu des réseaux sociaux, c'est que les politiciens ont tendance à critiquer toujours leurs opposants ou alors de rentrer un petit peu dans l'art et finalement, ben il n'y a pas de programme, il n'y a pas de... Enfin, c'est plus, on a l'impression que c'est des conflits de personnes et pas forcément en termes d'idéologie. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est vrai que moi je trouve ça un peu malsain parfois. Je comprends. Et on peut voir ce qui reste au niveau de la politique politicienne et ça ressemble plus à un combat de boxe qu'à un débat d'idées. Pour le coup, il y a une analyse à faire sur le niveau du débat politique en France et c'est pas mon propos. Moi, je vais juste intervenir sur est-ce que le web favorise ce genre de comportement ou pas. En fait, il faut considérer que sur le web comme ailleurs, on aime les punchlines. On aime on aime les petites phrases sorties de leur contexte qui font un peu mal ou qui font marrer ou qui font. Et le web sait faire ça très bien. Un Twitter avec 140 caractères, on peut sortir d'un tweet quelque chose qu'on va pouvoir dénoncer ou critiquer ou attaquer. Et c'est vrai que c'est un mode de communication que les journalistes aiment bien. Globalement, si les journalistes l'aiment bien, c'est que les électeurs aiment bien ça aussi. C'est que ça nous fait rire globalement ou ça nous anime. Et c'est vrai que Twitter notamment, avec cette façon de réunir sa pensée en 140 caractères, favorise la création de punchline. Et ça se diffuse plutôt pas mal. Cela dit, quand on gratte, quand on va voir les sites des candidats, quand on va voir les sites des responsables politiques, euh, il y a des vidéos, il y a des contenus, il y a des programmes en entier. Rappelez-vous les élections d'il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, c'était beaucoup plus compliqué de voter pour un programme qu'on avait lu, parce qu'avoir accès au programme, c'était plus dur. Aujourd'hui, les gens qui votent sont capables de dire je vote en conscience, parce que j'ai lu le programme, je sais ce que ça signifie, je sais à quoi m'attendre, parce que j'ai accès à tout. Et ce qui est compliqué, c'est de gratter. C'est d'aller Oui, voilà, c'est derrière ça. ça. Parce que... C'est d'aller derrière ça. Et c'est vrai que ça peut paraître, ça peut ressembler à un combat de personnes. Non, et puis ça Mais il paraît faut gratter. superficiel, hein, voilà, c'est ça. Ça, pour le coup, faut voir analyser le niveau du débat politique globalement. Je suis pas sûr que le web ne fasse que favoriser ce genre de choses. Le web surtout donne accès aux informations et permet aux électeurs d'être éclairés et de voter de manière éclairée. Et je crois que ça, c'est important. Moi, je me disais qu'au niveau des plus jeunes qui ont tendance à utiliser beaucoup plus les réseaux sociaux, que finalement, ils peuvent peut-être s'arrêter qu'à ça, en fait, à des remarques sur les réseaux sociaux et pas forcément aller gratter plus loin, à aller chercher de l'info. Et moi, je trouve que c'était un peu le danger et qui votent en fonction aussi de ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. Enfin, voilà, si ça les a fait marrer ou pas. Enfin, il y a peut-être une éducation à faire à ce niveau-là, en fait. Mais tout c'est simplement. pas lié qu'aux réseaux sociaux. C'est peut-être pas lié qu'aux réseaux sociaux. Non, c'est pas lié qu'aux réseaux sociaux, C'est peut-être mais aussi la télé. Ils peuvent voilà. regarder, si tu voyais un truc à la télé, un combat de boxe politique sur la télé. Le problème, c'est que c'est aussi une histoire d'éducation et de conscience politique en général. Absolument. Absolument. Et d'ailleurs, ce genre d'émission, l'émission que vous animez, permet petit à petit d'éveiller les consciences à ce genre de choses. Il faut comprendre une chose très importante sur Internet, c'est que tout ce qu'on lit n'est pas la vérité. Oui, voilà. Et que il faut aller sur Internet avec un sens critique. Il faut aller sur Internet en se disant si je vois quelque chose, si je vois un argument qui me plaît,
il faut que j'aille chercher l'autre argument, le contre-argument. Il faut que je pèse et que je me fasse mon avis. Et on a tous un rôle pédagogique auprès, pas que des jeunes, hein, de tout le monde, Mm. à dire ce qu'on trouve sur Internet, ça doit être critiqué, ça doit être mis en perspective. C'est vrai aussi de toutes les choses qu'on vous donne à manger à la télévision, sur les journaux. L'Internet développe le sens critique. Et c'est très très important de développer ce sens critique-là. Le meilleur exemple, c'est Wikipédia. Tous les jours, en formation ou en conseil, tous les jours, on me dit, mais Wikipédia, c'est un ramassis de contre-vérités. Oui et non. Oui et non. Wikipédia, c'est la vérité admise par le plus grand nombre. Est-ce que c'est la vérité? Non, pas tout le temps, pas forcément. Ça veut dire qu'il faut avoir conscience, quand on lit Wikipédia, mais quand on lit n'importe quoi sur le web, il faut avoir conscience du fait que c'est pas forcément la vérité, et que quand on va dans l'Internet, quand on va chercher une information sur Internet, il faut la critiquer. Mm. Il faut la critiquer. Mais c'est une histoire de point de vue, quoi. Voilà. Et il faut développer son point de vue et il faut développer son sens critique. Il faut développer la capacité qu'ont les gens à lire, à chercher, à fouiller, à se faire leur avis et à avoir leur conscience. Et pas forcément à répéter bêtement la dernière chose qu'on leur a dit. L'Internet incite les gens à douter. Et je crois que c'est une bonne chose. Nous là, parce que là, bon, tu vois, tu le vois pas, mais tu es dans un petit pôle de formation qui s'appelle le Numéripôle, qui est qui a été créé il y a 2 ans justement pour former les gens sur l'informatique et compagnie, mais surtout au départ. L'idée, elle était là et il faut qu'on aille un peu plus là-dedans, mais c'est justement sur ça, quoi. C'est sur les usages, sur comment on peut, sur une information donnée, essayer de se faire une opinion, mais en allant sur plein de sites, en lisant plein de choses. C'est vraiment ça, parce que, enfin moi, entre ce qu'il y a aujourd'hui et ce qu'il y avait il y a 30, 40 ans, où il y avait qu'une chaîne ou 2 chaînes qui te donnaient la ligne, qui voilà. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a plein de choses, même des choses fausses. Je préfère à l'époque d'aujourd'hui. Mais par contre, il y a une certaine éducation à faire ou d'incitation et effectivement on essaye ici de sensibiliser les gens justement à tout ça pour qu'ils puissent quelque part aussi avoir aussi une conscience politique. Je reviens là-dessus parce que c'est aussi ça, quoi. Je trouve qu'aujourd'hui, alors les politiques ne donnent pas toujours envie qu'on s'y intéresse, mais il faut pas, enfin c'est pas la majorité des politiques. Non. Voilà, il y a quelques exemples qui font que voilà, on a pu, mais à côté de ça, je veux dire, on doit s'intéresser à la politique. On doit, enfin, nos enfants c'est le doivent, futur, c'est essentiel, c'est notre avenir, c'est nous qui avons le pouvoir, utilisons-le. Oui. Voilà. C'est toute la dimension de la démocratie. Hein, donc, Parce que quelque part, est-ce que ça favorise ou pas la démocratie, ces outils numériques? C'est ce que tu viens de dire finalement, mais Alors, pour le coup, c'est mon avis personnel de communicant. Je crois que dans la mesure où on admet que ça développe un sens critique, et dans la mesure où on admet que la démocratie et le pouvoir qu'on donne aux électeurs de décider de l'avenir de la nation, ça donne aux électeurs la responsabilité de savoir pourquoi ils décident. Je crois que le web permet ça. Le web améliore la démocratie au sens où les gens aujourd'hui peuvent voter de manière éclairée. On a tous lu des sondages qui disaient qu'un certain président de la République avait été élu parce qu'il était sympa au guignol. Ce genre de choses, c'est pas la démocratie. La démocratie, c'est mettre un bulletin dans une urne quand on est persuadé que le programme pour lequel on vote est bon et correspond à nos valeurs. Et aujourd'hui, le web permet de défendre un programme, de donner accès à l'information, et même mieux, le web permet aux électeurs de se parler, et si la promesse n'a pas été tenue, si la promesse a été tenue de travers, si ce que le programme politique promettait n'était pas vrai, n'était pas bon, et si l'information qu'on donnait qui permettait le vote n'était pas la bonne information, ça va se savoir. Aujourd'hui, le web, donne accès à l'information et permet des votes éclairés, et 2, permet aux gens de se parler et de ne pas laisser passer de mauvaises propagandes ou de mauvais programmes. Quand on travaille avec des entreprises, on dit si votre produit n'est pas bon, vous pouvez pas le vendre sur Internet. Parce que ça va se savoir. Parce qu'on va vous dire, on va se dire que le produit n'est pas bon. Donc aujourd'hui, l'Internet, pour les entreprises, ça permet de dire si votre produit n'est pas bon, vous pouvez plus le vendre. Et bien pour la communication politique, ça veut dire ça permet de dire, si vous ne tenez pas vos promesses, vous ne pourrez plus en faire. Plus de transparence, en somme.
Parce qu'aujourd'hui, les gens peuvent se parler. Et les promesses non tenues, ça va se savoir. Ouais. Et je crois que pour ça, ça responsabilise le personnel politique. Et je crois que ça fait progresser la démocratie. J'ai une petite remarque. Peut-on tout poster sur Facebook? Exemple, un conseil municipal, Croatia Online. Il faut déjà que le conseil municipal soit diffusé. Ah, tu veux dire Euh, qu'elle le filmerait, elle filmerait le conseil municipal, il faudrait qu'elle précise quoi En ça. vidéo, hein. Ah, est-ce qu'elle filmerait le conseil municipal et elle le repasserait? Alors là, Et Loïc intervient en disant est-ce qu'il faudrait demander les droits à l'image pour tous les conseillers? et ouais, bah Eh oui, oui. bah oui, oui. mais je crois que je peux répondre moi là-dessus parce que je suis un politique dans la région parisienne là qui est un opposant hein, et donc qui effectivement avait un conflit avec son maire parce qu'il voulait que le conseil municipal soit retransmis. filmé, L'opposant ouais. est pas le maire. Je crois que je vois de quoi tu Tu parles. vois, voilà. Et finalement, il a gagné parce que il diffuse. Alors, je sais pas si c'est peut-être pas en live, mais en tout cas, il diffuse les conseils municipaux. Alors, il a gagné, je sais pas où, dans quelle instance, mais en Parce tout cas, il a gagné. qu'on- C'est une séance publique. Oui, Après, le voilà, problème, c'est c'est que ça. c'est public. Hein. Un Mm. conseil municipal est public. Elle est publique. En fait, il y a deux réponses. Si le conseil municipal est public et que la mairie qui a quand même, enfin que la municipalité qui a le droit sur les images et sur le contenu du conseil municipal souhaite le diffuser, ça doit pouvoir se faire. Ouais. Si vous allez dans un conseil municipal, que vous filmez, que vous le mettez sur votre page Facebook C'est la et question. que Ouais. et que sur votre page Facebook, il y a que vos amis qui peuvent voir le conseil municipal, la jurisprudence devrait dire que vous avez diffusé cette vidéo dans un cadre privatif, comme si vous la montriez à des amis autour d'un dîner, et vous pouvez pas être embêté par ça. En revanche, si vous le diffusez publiquement, là, vous n'avez pas les droits, ni sur le contenu, ni sur l'image des gens que vous avez, des gens que vous avez pris en vidéo. D'accord. D'accord. C'est pas qu'un problème de droit à l'image, c'est un droit sur le contenu et un problème de droit à l'image. Et là- c'est vrai qu'on peut vous attaquer sur le droit à l'image. Mais faut bien différencier sur Facebook les choses que vous dites dans un cadre privé et auxquelles seuls vos amis ont accès, et les choses que vous dites dans un cadre public et auxquelles vous donnez accès à tout le monde. Donner accès à tout le monde, ça c'est pas possible pour tout. Mais c'est limite quand même sur Facebook. Moi, j'ai un profil public. Donc, n'importe qui, même pas mes amis, peuvent voir mon profil, mais parce que c'est volontaire. Donc, finalement, même si je poste ça, enfin, je veux dire, quelqu'un qui n'est pas ami avec moi pourra voir mon fil, quoi. Donc, c'est vrai que c'est Parce que compliqué. Parce que tu choisis que Oui. la publication de cette vidéo, tu choisis qu'elle soit publique. À chaque fois qu'on poste quelque chose sur Facebook, qu'on écrit quelque chose sur D'accord. Facebook, on choisit la diffusion. D'accord. On choisit si Exact. on le diffuse qu'aux amis, ou aux connaissances, ou au public. Puis Et c'est là que ça se... Pardon. Non, pardon, vas-y, vas-y. Non. Il y a Crossia qui dit ça a été fait sur la commune d'Amnéville et ça a fait le buzz avec l'opposition. Donc elle parle de filmer. J'avais la vu ça conseil aussi, ouais. Ouais, alors, mais moi, je peux parler de moi, de mon expérience de ma commune. Moi, j'étais plutôt favorable. Moi, je suis pour hein, une certaine transparence. Enfin, c'est même beaucoup de transparence. Et à la limite, j'étais pour filmer le conseil municipal de Bras en direct. Et donc, on l'a pas encore fait parce que c'est pas que les élus sont contre, pas du tout. Mais c'est que dans une commune comme ça où il y a 15 conseillers, il y a une bonne ambiance. Il y a des débats, hein, attention, hein, aussi musclés. Mais peu importe. Mais ils avaient peur de pas être à l'aise. C'est plus, tu vois, c'est pas par rapport Ouais, à dénaturer un ouais, petit voilà. peu. C'est pas par rapport à la transparence, parce que limite, on est assez open data ici. Mais c'était, tu vois, plutôt, ils se sentaient, voilà, on va peut-être pas être pareil que comme on est habituellement au conseil municipal. Mais j'y Non, arriverai, je j'ai dit comprends. que j'y arriverai quand même. Mais peut-être pour compléter ça, la question de j'ai les droits sur cet enregistrement, je suis maire ou conseiller municipal, je veux diffuser ça sur Internet. C'est une bonne question et c'est vrai pour le coup que la caméra va inhiber et va altérer les débats. Et donc le conseil municipal filmé sera pas le même que le conseil municipal s'il n'avait pas été filmé. Donc ça a moins d'intérêt. Et puis l'autre question c'est je suis dans la salle, je filme, est-ce que je peux le diffuser? D'une manière générale, ce que vous filmez, les photos que vous prenez, vous pouvez les diffuser dans un cercle privé. Vous pouvez pas les diffuser de manière publiquement n'importe comment. Il y a des droits. Mhm. Il y a des droits. Pour la petite histoire, pour répondre au premier cas de figure, je suis maire, je veux diffuser. Faut partir de l'idée que sur Internet, ça c'est quelque chose qu'on dit souvent. Sur Internet, l'information, elle est partout, tout le temps, en temps réel et pour toujours.
L'information elle est partout parce qu'aujourd'hui on a presque tous un smartphone dans la poche et que si vous mettez une petite vidéo sur Facebook, même une petite vidéo sur Facebook, elle est visible de n'importe où dans le monde. Mm. Pour le coup, ça peut avoir beaucoup plus de retentissement que ce que vous imaginez. Euh, Elle est tout le temps parce que votre vidéo ou votre information, ben, les gens vont la lire la nuit, vont la lire pendant les vacances. Ils vont avoir envie de vous contacter pendant les vacances, le week-end, le soir, la nuit. Et si vous permettez aux gens de vous contacter sur les réseaux sociaux, vous devez avoir en tête qu'ils sont susceptibles de vous contacter n'importe quand et qu'ils attendent de vous de la réactivité. Euh, donc l'information, elle est partout, tout le temps, elle est en temps réel. Faut pas oublier qu'à partir du moment où vous écrivez quelque chose sur Facebook, sur Google, sur votre site, sur n'importe quel support internet, c'est diffusé instantanément. À partir du moment où vous avez validé la publication, vous pouvez plus la rattraper. Parce qu'elle a été diffusée. Elle a été diffusée sur des pages Facebook, sur des comptes Twitter, sur des téléphones. Elle a été diffusée instantanément, en temps réel. Et c'est l'une des avancées du web social, c'est qu'il est en réel. Donc quand on poste quelque chose, on fait un petit peu attention. Et elle est pour toujours. Parce que, alors pour la petite histoire, Google stocke une copie des pages web dans ses bases de données. Et il les stocke pour au moins 25 ans. C'est la Ah, raison pour d'accord. laquelle... Ouais, et il n'est pas le seul à faire ce genre de choses. C'est la raison pour laquelle, quand vous avez écrit quelque chose sur un site web et que vous voulez l'enlever, il est fort probable que ce quelque chose ait déjà été copié quelque part. Ouais, ça a été aspiré. Soit par des institutions comme Google, soit par des utilisateurs. Euh, si je reviens à l'exemple d'Aurélie Filippetti, à qui je veux aucun mal, hein, c'est pas mon débat, mais son tweet en vrai a fait rigoler des gens parce que c'était drôle, et les gens se sont attendus à ce qu'elle supprime le tweet, donc ils l'ont copié. Ils en ont fait des captures d'écran, et aujourd'hui ce qu'on retrouve sur Internet, C'est la capture c'est des d'écran. captures d'écran. C'est des captures d'écran, et qu'on retrouvera toujours. Qu'on retrouvera toujours. Donc, faire attention à ce qu'on publie sur Internet parce que l'information, elle est partout, tout le temps, en temps réel et pour toujours. Euh, et dans 20 ans, on vous ressortira une casserole. Euh, et dans 20 ans, on se posera toujours la question du droit à l'oubli. Et donc, voilà, c'est très important ce qu'on met sur Internet. Il faut faire un petit peu attention. Mais j'avais une question par mail d'un collègue maire hier, quand je lui avais parlé de cette émission-là. Mais puis après, il m'a rappelé pour en discuter. Mais il me disait, ouais, enfin moi, dans ma commune de 350, est-ce que j'ai besoin de tout ça, du web, du machin? Bon, c'est pas, c'est une ancienne génération, mais quelque part, il me dit, attends, ce que tu viens de dire là, par exemple, hein, je veux dire que ça restait tout le temps et tout, le risque et compagnie pour lui, hein, je parle pour lui. Bah, il dit, moi je préfère pas y être, quoi, hein. Pour vivre heureux, vivons cachés. Oui, oui, il peut aussi aller faire du porte-à-porte et visiter les 300 les 300 électeurs. Techniquement, c'est peut-être faisable. Matériellement, c'est peut-être faisable. Cela dit, c'est vrai que c'est une bonne question. C'est une question qu'on pose tout le temps. Il y a plus d'un milliard d'utilisateurs sur Facebook. Est-ce que pour parler à mes 300 électeurs potentiels, j'ai besoin d'aller sur un réseau d'un milliard de personnes? C'est une vraie question. Euh, c'est une vraie question. J'ai deux réponses à ça. Euh, Techniquement, il est fort probable que vos 300 électeurs soient sur Facebook. Il est donc fort probable qu'ils vous y attendent. Euh, donc, et il est fort probable aussi qu'ils s'expriment sur Internet, qu'ils s'expriment, alors peut-être pas sur Twitter, mais qu'ils s'expriment sur Facebook, qu'ils s'expriment sur Internet, qu'ils aient envie de s'exprimer. Parce que ce qu'a créé Internet dans la tête des gens, c'est l'idée qu'ils ont le droit de parler, qu'ils ont le L'échange droit de s'exprimer. instantané, voilà. Exactement. Donc si vous n'allez pas leur adresser la parole, si vous n'allez pas leur proposer de parler, si vous n'allez pas leur dire je suis à votre écoute et le programme que je construis pour vous qui êtes 300, le programme que je construis, il est basé sur le fait que je vous ai compris, je vous ai entendu, j'ai réfléchi à ça et je suis toujours en échange avec vous. Si vous leur donnez pas la parole, ça va les gêner. Ça va les frustrer. C'est vrai pour une ville de 300 personnes comme pour une ville de 300 000 personnes. Les gens aujourd'hui ont l'habitude d'être sur Internet et d'avoir la parole. Si vous leur donnez pas la parole, ça va les frustrer. C'est réel. C'est réel. Et la deuxième réponse, qui est peut-être un tout petit peu plus philosophique, c'est que techniquement, des réseaux sociaux, on en fait depuis l'origine du monde. La première chose que l'homme a appris à faire quand il a découvert les signes de communication, c'est créer des liens avec ses semblables.
Alors on n'est pas obligé d'aller jusque loin dans l'histoire, mais techniquement ce qu'on fait aujourd'hui avec Facebook, avec Twitter, avec des blogs, avec des forums, avec la possibilité qu'on a de parler directement aux gens, de les écouter et d'entretenir une relation avec les gens, ce qu'on fait c'est outiller quelque chose que les gens ont fondamentalement besoin de faire, c'est d'avoir des liens avec leurs semblables. Donc on n'est pas dans un effet de mode, dans quelque chose qui va s'arrêter dans 2 jours ou dans Non. quelque chose Ça, c'est- dans quelque chose qui ne va pas jusqu'aux petites communes de 300 utilisateurs, de 300 électeurs. On est dans quelque chose de fondamental qui est à la base de l'humanité, qui est de créer des liens entre les gens. Si vous ne le faites pas, vous allez, créer de la frustration, deux, être complètement à côté de ce que les gens ont naturellement besoin de faire avec vous, c'est-à-dire avoir des relations, avoir des liens. Moi j'ai une autre question, mais ça c'est plus aussi pour Julien. En fait, est-ce que tu penses, enfin, est-ce que tu ressens que les jeunes s'intéressent un peu plus à leur commune finalement? Il y a cet effet de proximité avec les réseaux sociaux. Et est-ce que tu as le sentiment que les plus jeunes suivent un petit peu l'actualité voilà, de la mairie? Est-ce que Oui, ça les forcément, rapproche de la politique? ça les rapproche, mais là encore une fois, nous c'est un peu différent. Bon, là je parlais de mon collègue qui était une commune de 350 habitants, là, moi c'est 780, mais la relation humaine, elle existe, ce lien hein, Mhm. entre nous et les habitants, entre les élus et les habitants, il existe, cette proximité, elle existe. Hein, j'ai toujours pas de réseau numérique sans réseau humain. Mais par contre, enfin, je trouve que en plus de ce que vient de dire Christophe, c'est que ça répond à une évolution de la société. Mhm. Et aujourd'hui, quand on voit l'utilisation des réseaux sociaux, du web et compagnie, ça répond à une utilisation, à une évolution de la société. Cédric, tu peux reprendre ta mouche, s'il te plaît, là, qui m'embête. Nous, enfin, dans notre esprit, on veut aller là où les gens sont. Hein. Et aujourd'hui, les jeunes sont sur Facebook, même pas que les jeunes, hein, d'ailleurs. Moi, je vois sur notre page Facebook de Bras, je pense que la tranche 35-50 des ménagères de plus de 35 ans, elle est assez forte, quoi. Et donc, surtout, on arrive surtout à créer, ce qui m'intéresse surtout, moi, c'est le débat. Je veux dire, on Oui, poste voilà. quelque chose, ils réagissent, ils sont d'accord, ils sont pas d'accord. C'est ça qui est intéressant. Mm. Voilà. Mais tu vas dire, on pourrait très bien le faire dans la rue, mais le problème, c'est qu'on n'a pas le temps de faire ça Oui, en voilà. permanence. Donc, moi, je trouve que c'est un complément, ça n'enlève rien à la proximité, mais par contre, c'est un complément, et puis ça évolue, et ça répond à l'évolution de la société. Quand je regarde les conseils municipaux, je reprends toujours cet exemple, mais chez nous, dans nos villages, il n'y a personne, quoi. Hein. Donc, soit on dit, effectivement, ils ont qu'à venir, ou soit on essaye de trouver des moyens pour les intéresser à la politique, et c'est ce qu'on fait avec notre système de démocratie en direct, où on envoie l'ordre du jour à 80% de la population détaillée, et ils ont jusqu'à 22h30 pour y répondre. Voilà. On utilise des nouveaux moyens pour essayer justement de faire vivre la démocratie, parce que l'esprit est bien là, quoi. Je ne sais C'est pas si j'ai parfait. répondu à ta question, mais Oui, oui, très ça va, bien, ça va. très bien. Ouais, je voudrais rebondir sur l'âge des réseaux sociaux. Peut-être vous poser une question, et comme je vois qu'il y a des électeurs, mon Dieu, des auditeurs, qui- Électeur aussi, Aussi, hein. aussi, Voilà. aussi. c'est compliqué, hein. Aussi, qui parlent sur le forum. Juste une question, est-ce que vous savez quel est l'âge moyen d'un utilisateur français de Facebook? Moi, je pense que c'est la tranche 35, non? Moi, je 35, dirais, 45. je dirais 30, 30, Oui, 34 la et demi. trentaine. Ouais. Hmm. Bon, voilà, on est à côté, à mon avis, quand je vois la tête de Christophe. Non. 40 ans. Ah ouais, tu vois. Ouais. 40 ans. 40 ans. L'utilisateur moyen français de Facebook a 40 ans. L'utilisateur moyen. En moyenne, l'utilisateur. Il n'y a pas d'utilisateur moyen, pardon. Sur Twitter, c'est 44 ans. Ouais. Ouais, d'accord. Donc, juste pour tordre le cou à une idée reçue, le web, les réseaux sociaux, c'est pas une histoire d'ado. C'est pas que, oui. C'est pas une histoire d'ado. C'est vrai que c'est une bonne question. Est-ce que ça permet aux jeunes de s'intéresser à la politique? C'est une bonne question. Mais il faut pas laisser penser que le web, c'est un endroit dans lequel les ados viennent discuter. C'est toute la population qui est sur Facebook. Mm. Et c'est toute la population qui est sur Twitter. Jeunes ou pas. Oui, puisque Ou des gens. généralement, on a du mal enfin, les jeunes ont du mal à aller voter, en fait, hein. C'était pour ça, enfin, le sens de ma question. Le sens de sa question, c'était est-ce Ouais. qu'on peut les intéresser Mm. à la politique via ces outils-là, je pense, en même temps. Derrière Ouais. ça. Et c'est vrai qu'il y a une vraie question pour le coup que les responsables politiques se posent, c'est d'abord comment on intéresse les jeunes à la chose politique Mm. et comment on intéresse les jeunes
aux réponses qu'on apporte, aux projets qu'on propose. Et c'est vrai que pour le coup, le rythme, la forme, les bonnes pratiques de la communication sur le web proposent des formats qui correspondent mieux à la manière de consommer l'information des jeunes. Et il y a une opportunité là d'intéresser les gens, et pas que les jeunes. Et pas que les jeunes, parce que ce qu'on fait bien sur le web, vous allez voir, c'est un truc tout bête. Techniquement, matériellement, l'œil n'est pas capable de se concentrer de la même manière sur un écran que sur un papier. Jusque-là, on est d'accord. Ça fait que quand on fait de la communication sur le web, on a pris l'habitude de vulgariser, de simplifier, de faire des dessins, de faire des vidéos, de faire des animations, et de passer du mode texte à lire au mode on travaille l'ergonomie des messages, on travaille les messages pour que ce soit beaucoup plus facile à digérer, pour que ça corresponde à la lecture sur écran. Et donc, il y a de plus en plus de gens comme nous, de communicants, qui ont appris à passer des messages de manière beaucoup plus ludique, beaucoup plus simple, beaucoup plus vulgarisée. Euh, et ces bonnes pratiques-là, beaucoup plus accessibles, ces bonnes pratiques-là qu'on a été obligé de trouver parce que l'écran ne permet pas de se concentrer autant qu'un papier, cette manière de travailler les messages, cette manière de les construire, ça donne des possibilités à la communication politique qui viennent pour le coup du fait que on était bloqué par la capacité qu'ont les gens de se concentrer sur un écran. Donc oui, on trouve des moyens plus graphiques, des moyens plus animés. On trouve des astuces de rédaction comme du storytelling par exemple, comme des choses comme ça. C'est moins Et donc, soporifique finalement. c'est ça, il y a plein de bonnes pratiques, il y a plein de bonnes idées à prendre de la communication, pour le coup, privée d'entreprise, Oui. et à utiliser en communication politique. Et c'est pas pour le coup, c'est pas pour aider les jeunes à comprendre ou à amener les jeunes, c'est simplement venu du fait qu'on a, nous, communicants, travaillé d'autres manières de passer des messages. Non, je demande à Magali si c'était toi qui avais mis Oui, c'était moi. C'était toi qui avais mis ça. Et je repense tout à l'heure quand tu disais que Aurélie Filippetti n'avait pas supprimé son tweet. Ça, moi, je trouve que ça, c'est bien. Non, mais dans l'absolu. Ouais. Enfin, voilà. Supprimer un commentaire ou une publication. Bon. Alors, Cédric me dit une photo, hein, parce que son épouse l'a prise en photo il n'y a pas longtemps et elle l'a mis sur Facebook, il a demandé de la retirer, mais bon, ça c'est différent. Mais là, je vois sous la photo, on a mis une petite photo sous mon profil avec Magali au début de l'émission, et là, il y a un jeune, Enzo, qui me dit t'es si vieux que ça, pour l'interrogation. Bah, toi, je l'aime pas. Bah, je le laisse, c'est tout. Je le laisse, bon, c'est tout. Non, parce que c'est un jeune que j'ai eu via message privé qui voulait faire une émission à LN Radio, mais il habite trop loin. Mais il me connaissait pas, quoi. Donc il pensait que j'étais beaucoup plus jeune, et là il vient de voir la photo. Mais je laisse le commentaire, Enzo. Voilà, moi j'ai juste quelques chiffres. 38%, c'est le nombre d'internautes français qui considèrent que le web est une bonne chose pour le débat politique, car il permet aux citoyens de mieux s'informer et de mieux échanger entre eux avec les hommes et les femmes politiques, d'après un récent sondage de l'Institut CSA. Et d'après une étude, les Français seraient aussi 13% à se déclarer très actifs politiquement sur Internet. Parmi eux, les sympathisants des partis extrémistes sont les plus représentés, avec 21% des partisans du Front de gauche et 19% sympathisants du FN. Ça soulève voilà, aussi d'autres problématiques. Donc c'est-à-dire qu'il y a 13% des Français qui se déclarent très actifs, et dans ces 13%, il y en a 21 qui sont du Front de gauche. Donc il y en a 40% qui sont des extrêmes, quoi. Ouais. Donc il reste 60% qui ne sont pas. Voilà. D'accord. Ah bah voilà, pensée positive. Alors, pensée positive. Parce que c'est vrai qu'on peut utiliser le populisme, le poujadisme, enfin tout ce qu'on veut sur le. Mais tu l'as un peu dit tout à l'heure. Après, c'est aux gens d'aller plus loin, de creuser, de se faire un avis. Enfin, voilà, c'est la curiosité. On n'est jamais assez curieux. Voilà. La curiosité. C'est ça. Il faut que les gens comprennent qu'on va sur le web quand on est animé par le doute. Voilà. Il faut toujours douter de ce qu'on trouve sur Internet, comme il faut toujours douter de ce qu'on trouve dans les journaux aussi. C'est important, le doute. C'est important de creuser, de se faire son avis. Mais tu vois, tu disais tout à l'heure que pour le petit monsieur, enfin mon collègue là qui est dans un village de 350 habitants et que voilà, il y a des gens qui vont sur les réseaux sociaux et que c'est dommage qu'ils n'y soient pas, parce que bon, je suis complètement d'accord. Hein. Mais tu vois, dans ce village, je ris, je devrais pas rire, mais le problème c'est qu'ils n'ont pas Internet. Et c'est vrai, et ils n'ont pas Internet, je veux dire, de manière normale, quoi. Je veux dire, ils n'ont pas du haut débit, ils ont du
du débit très moyen, quoi. Et c'est quelque part, même si j'avais vu un chiffre comme quoi la fracture numérique diminuait, mais il reste des territoires en France, notamment ruraux, et très pas tous, hein, mais où effectivement il n'y a pas encore le haut débit, même si ça vient, il y a des solutions alternatives. Donc quelque part, moi je trouve ce qui est dommage, pour moi c'est une priorité, hein, c'est dommage que cette fracture technologique engendre une fracture d'usage, et voilà, parce que je veux dire, on fait pas la même chose quand on est, quand on a Internet ou quand on ne l'a pas. Ouais, C'est très important. Ouais, non, c'est très important. Et là, pour le coup, les élus locaux ont un vrai rôle. Et je crois que toi, tu as pris ce rôle à bras le corps, et c'est une bonne chose. Il y a effectivement une fracture numérique, mais qui est de plus en plus petite. Ça reste inacceptable, hein, mais c'est le cas de moins en moins de gens. Et c'est vrai que de plus en plus, la fracture numérique amènera une fracture politique, une fracture éducative, une fracture sociale. Et oui, de plus en plus, ouais. De plus en plus. Fracture sociale. Mais bon, il n'y a pas que Facebook, il y a d'autres réseaux sociaux, il y a le web en général, il y a les blogs, il y a tout ça. Et justement, pour les élus qui ont envie d'apprendre, qui ont envie de quand même, parce que même à la limite, s'ils veulent pas y aller tout de suite, mais il faut apprendre, et puis après, je pense qu'ils iront. Il y a des journées intéressantes en octobre, Christophe, n'est-ce pas? C'est vrai. C'est vrai. Dis-nous en quelques mots pour conclure cette émission. Enfin, tu as le temps que tu veux, hein, c'est pas grave, hein, on a le temps. Non, mais en quelques mots, donc on s'est beaucoup dit aujourd'hui qu'il y avait un vrai sujet, qu'il y avait un intérêt et que ça posait pas mal de questions. Et c'est vrai que quand on est entré en campagne ou quand on va entrer en campagne, il faut avoir conscience de différentes choses. Il faut avoir conscience des risques. Il faut profiter des opportunités. Il faut avoir des outils, il faut avoir des bonnes pratiques. Et tout ça, en fait, on l'a concentré dans un programme qui tient en une journée, qui va être porté par 5 intervenants, dont moi. 5 intervenants, des intervenants de Citamento, des intervenants d'IT Formation, qui sont des responsables, qui sont des consultants en communication politique dans les aspects juridiques, et un journaliste politique, éditorialiste, dont on annoncera le nom en septembre. On fait un peu de teasing là-dessus, mais on va être appuyé par quelqu'un qui a ce recul-là et qui est très implanté dans la sphère politique. Et donc ces journées du web local sont des journées de formation qui se déroulent à Paris le 3 octobre, à Lille le 10 octobre et à Lyon le 15 octobre. On met, pendant que tu parles, t'inquiète pas, mais en plein écran, il y a le site internet. Hein. Ah, très bien. Donc on trouve tout ça sur lesjournéesduweblocal.com. On a trouvé des lieux qui prêtent vraiment à la réflexion et qui incitent vraiment à un bon niveau de qualité de travail. Donc on sera à l'INSEP, dans les locaux de l'Institut supérieur des études sportives d'éducation physique à Paris. On sera à la Maison de la Photo à Lille et on sera à l'Embarcadère à Lyon pour les locaux. Vous savez que ce sont 3 très jolies salles. Les journées du web local sont une journée de formation spécialisée avec des intervenants spécialisés et un programme qui traite de ça et qui s'adresse globalement à 3 types de populations. Un premier type de population qui normalement c'est reconnu dans ce qu'on a dit ce soir, qui sont les élus, des gens qui sont déjà élus et qui ont notamment une problématique qui est de comprendre et maîtriser la réputation qu'ils ont en ligne. Alors on a un petit problème technique pour comprendre ses réputations. Oh, c'est bon. Non, c'est bon. C'est revenu. Donc on s'adresse aux élus pour qu'ils puissent comprendre leur réputation en ligne et la maîtriser un petit peu. On s'adresse également aux candidats qui peuvent être élus d'ailleurs, mais on s'adresse aux candidats qui ont eux pour le coup une problématique principale qui est de fédérer des énergies autour de leur projet. Donc d'abord d'écouter, de mettre en relation, de profiter de l'émulation, de faire de l'innovation, de demander des avis et de fédérer autour de leur projet des énergies, des électeurs qui vont pouvoir être des ambassadeurs de leur projet et aller chercher d'autres électeurs dans leur entourage. Donc fédérer des ambassadeurs. Et puis on s'adresse à une 3e catégorie de population qui sont les directeurs de campagne, les gens qui s'occupent de communication pour le coup dans des structures un petit peu plus grosses, qui eux ont plutôt des questions de quel support je choisis? Est-ce que je fais du Facebook ou du Twitter ou les deux? Moi je dis les deux. Vous pouvez venir, mais une des réponses c'est les deux. Dans quel sens on prend tout ça? Qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas dire? Quel est le calendrier? On va s'attacher pendant cette journée-là à répondre à toutes ces questions, à donner toutes ces informations-là, avec
des intervenants, des interventions magistrales et des ateliers techniques dans lesquels les gens pourront s'inscrire et avoir des interactions beaucoup plus fortes avec les intervenants. Et on parlera de pratiques, on parlera d'outils, on parlera de ce qu'il faut faire pour prendre les choses dans le bon ordre. Et est-ce que vous aborderez aussi un peu tout ce qui est juridique, parce que des fois c'est un peu voilà quoi, les élus aiment bien un peu avoir tout ce qui est juridique par rapport aux échéances électorales à venir justement. Alors c'est vraiment ça l'intérêt de ces journées-là, c'est qu'on réunit des gens qui font du web marketing et des gens qui font du juridique et de la communication politique, et on a parmi nos intervenants un intervenant qui est un consultant juriste formateur dont la spécialité est l'aspect juridique de la gestion des administrations et notamment des comptes de campagne. Et donc lui saura nous parler de la gestion des comptes de campagne, de quelles dépenses numériques on peut inscrire aux comptes de campagne et lesquelles on peut pas. Donc voilà, on aborde également ces aspects juridiques-là. On essaie d'avoir vraiment une vue complète pour répondre à toutes les questions que les candidats et les élus sont en droit de se poser. D'accord. Qu'est-ce que tu veux rajouter là-dessus ? Alors, peut-être une dernière chose, dans la préparation et dans la communication autour de ces journées-là, si ce dont on vient de parler vous intéresse, je vous invite à suivre le blog qu'on alimente, tout ça est gratuit bien sûr, le blog qu'on alimente sur lesjournéesduweblocal.com. On y met des informations, on y met des analyses, on y met des choses qui peuvent vous intéresser et vous aider à creuser. Et la deuxième chose, c'est que là, en début de semaine prochaine, on est en train de mettre la dernière main à un e-book qui est un document qui va faire une quinzaine ou une vingtaine de pages dans lesquelles on va retrouver tous les chiffres qu'on vient de se donner ce soir, tous les éléments de réflexion qu'on vient de se donner, des analyses un peu plus poussées, des bonnes pratiques. C'est un e-book qui va avoir pour cible, pour sujet, comment utiliser le web pour développer sa communication politique. On y aborde tous ces sujets-là. Cet e-book, il est gratuit. Il sera disponible sur lesjournéesduweblocal.com à partir de la semaine prochaine. Normalement mardi, et je sais que mon équipe est en train de m'écouter, si ça leur met un petit peu l'impression que je dise mardi. Mais normalement, à partir de mardi, vous allez sur lesjournéesduweblocal.com, vous pourrez télécharger cet e-book et vous retrouverez une grosse partie, voire plus, des informations qu'on a échangées ce soir. Eh ben très bien. Eh ben écoute, eh ben merci pour ces précisions. Donc on remettra tout à l'heure sur la page Meuse Numérique le lien du site internet Les Journées du Web Local. L'émission sera diffusée en podcast tout à l'heure. Je pense que dans 1 heure ou 2, elle sera envoyée sur le web. Alors pour l'instant, c'est vrai qu'on a qu'un débit de 20 mégas et en montant, c'est un peu plus long. C'est pour ça que effectivement, mais théoriquement, je peux annoncer aux amis de Bras-sur-Meuse que d'ici, théoriquement, début novembre, mi-novembre, on aura un débit qui sera multiplié par 5. Qui sera pas mal, donc voilà. Donc, et notamment en montant, parce que c'est ce qui est important ici pour la web radio, la web TV, c'est d'avoir du débit en montant pour augmenter d'ailleurs la qualité du flux. Hein. On est limité par rapport à notre débit. En tout cas, c'est dommage. Une dernière réflexion. Vas-y, je t'en prie, vas-y. Juste une dernière réflexion. Je ne sais pas si on en a parlé, mais je suis lorrain. Je suis né à Metz. Bah voilà. Je suis de Mézières-les-Metz, au nord de Metz, et je suis très fier de voir que des Lorrains comme vous mènent des projets comme ça, ont une web radio, multiplient par 5 leur débit. Je suis très content de ça, et je suis très fier de le dire. J'ai un bonheur particulier à avoir participé à cette réunion-là en Lorraine. Vive la Lorraine, vive la Meuse. Alors voilà, là, en plus il est temps que ça se termine parce que ton image est en train de petit peu de partir, est en train de se décomposer. On a un peu loupé le dernier message quand même. Non, le son est bon, hein, c'est juste l'image, mais voilà. Écoute, voilà, il est 21h26, on disait avec Magali pendant la pause que ça passe très vite, quoi, et on pourrait en parler des heures, mais bon, il faut bien arrêter. En tout cas, Christophe, je te remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup à vous, c'était un plaisir. Et puis de nous a apporté pas mal d'informations, c'est super intéressant. Et puis une prochaine fois pour une autre formation. Et puis bon vent et bonne réussite à tes journées du web local. Hein. Bonne chance. Merci beaucoup, bonne chance à vous. Merci.